François Civil et Safi Debout. Comme dirait l'excellent producteur Michel Saint-Jean, j'ai promis que je dirais du bien de lui, parce que tout à l'heure je l'ai charrié un peu. C'est la première mondiale du film ce soir. En avant-première du festival de Berlin. Alors, je commence par poser 3-4 questions, et puis ensuite on passe la parole à la salle. Mais évidemment, Safi, du coup, j'aimerais savoir pourquoi tu as été à ce point retenu par la lecture du roman de Camille Laurence qui était là tout à l'heure, et qui est peut-être encore dans la salle, je ne sais pas. Elle vient de partir. Qu'est-ce qui fait que tout à coup tu t'es dit il faut absolument que je fasse ce film-là à partir de ce récit-là? D'abord, tout simplement, en tant que lecteur, j'ai été assez captivé par la construction du roman. Et je dois dire que assez vite, je l'ai lu d'une traite en réalité. Et après la lecture, je me souviens envoyer un SMS à Gallimard en leur disant que je voulais absolument faire un film parce que... Avant même que le film soit, que le livre soit apparu, je crois. Oui, ouais. Oui. C'est quand même un geste... Ah, oui, oui. Parfois, on reçoit, nous, réalisateurs, on nous envoie un peu avant la sortie certains romans. Et là, je dois dire que j'ai été assez fasciné à la fois par la construction, en même temps par ce qu'elle s'est dégagée en termes de thématiques. Tant sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je me suis dit, c'est un film qui parle de cinéma, quoi. Donc, à travers le fait que, au fond, elle scénarise sa vie, voilà, j'ai été très touché par le personnage de cette femme, et voilà, il y a des évidences. Il y a des évidences. Hein. Moi, j'avais fait un film avant qui s'appelait Dans les forêts de Sibérie, ça avait été pareil. Le bouquin de Tesson, j'avais été. Voilà. Et vous savez que c'est pour vous savez qu'il faut le faire, vous savez que c'est des évidences. Et là, d'autant que justement après les forêts de Sibérie, où j'étais dans la déconnexion, j'avais envie d'être dans la connexion, je cherchais souvent un film en appelle un autre, c'est-à-dire j'avais envie de revenir dans la ville, de traiter de sujets sociétals, etc. Très différent des forêts où on est autour d'un seul homme dans la solitude. Et là, j'avais envie d'être au contraire. Et donc ça répondait à ce désir-là, sans doute. Et non, c'était là. Alors, du coup, très vite, tu as dit que tu avais pensé à Juliette, et tu as d'ailleurs très vite parlé à Camille Laurence du choix de Juliette comme actrice principale. Le choix de François, il se fait quand, comment? Je dois dire quand même que Juliette sort quand même d'une période assez dingue où elle est allée tourner au Japon avec une de nos cinéastes préférées. Elle est à l'affiche du Assayas en ce moment. Enfin, c'est pour le coup une des actrices les plus demandées du moment sur la scène internationale, et que François, que vous voyez là, est l'acteur de l'année 2019, on peut déjà le dire maintenant, puisqu'il vient d'avoir le prix d'interprétation masculine à l'Alpe d'Huez pour le nouveau film de Lisa Albonos, et qu'on le verra aussi dans Le Chant du Loup. Comment? Hugo Gélin, oui, excuse-moi. Et qu'on le verra aussi dans Le Chant du Loup aux côtés d'Omar Sy et de Reda Kateb. Et que si son emploi du temps le permet, peut-être qu'il reviendra avec Reda. Avec plaisir. Voilà. J'aime bien prendre les gens en otage sur scène pour être sûr qu'ils reviennent. François, tu as été contacté quand, comment, et j'allais dire pourquoi tu dis oui à un film alors qu'on te dit quand même, j'imagine, en toute honnêteté, on te prévient pendant la moitié, on ne verra pas. Oui, c'est ça. Alors déjà, bonsoir, parce que tout à l'heure j'étais très silencieux. Un peu rougissant. C'est ça, j'étais qu'un corps, et là vous entendez ma voix, c'est l'inverse du film. Encore la mise en abîme. Comment, en fait, on m'a parlé du projet, on m'a dit que c'était un film de Safi Debout ici présent, et j'avais vu Les Forêts de Sibérie que j'avais trouvé dingue, donc l'idée de travailler avec lui déjà m'enchantait. Après, on m'a parlé de Juliette Binoche, là ça m'a un peu refroidi. Du coup j'étais un peu en orbite, et après j'ai lu le scénario, j'ai trouvé dinguissime. Donc j'ai demandé à passer des essais, et j'ai passé des essais avec Safi, plusieurs d'ailleurs je crois. Et je me souviens que justement sur le côté je suis absent pendant une partie du film, c'était des scènes de coups de téléphone où on me voit pas en fait dans le film à ce moment-là. Et je me souviens que pendant les essais, bon voilà, on est concentré sur ce qu'on fait, mais on a quand même un peu une vision périphérique de ce qui se passe dans la salle, et Safi ne me regardait pas. Et il écoutait simplement ma voix, et je lui avais cassé, je disais mais pourquoi il me regarde pas? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait je pense qu'il était déjà concentré sur ce que ça allait donner dans ce film. Voilà, après, non en vrai c'est un challenge hyper excitant pour un acteur qui est un corps et une voix,
d'introduire un personnage par la voix, c'était hyper particulier de commencer à bosser là-dessus, de trouver un timbre et trouver aussi une évolution dans voilà, la complicité, la connivence qu'ils ont tous les deux, le rapport. C'est très intéressant ça. Comment vous les avez mises en scène et tournées ces séquences-là? C'est-à-dire que vous étiez en face à face, vous voyez, vous n'étiez pas là, vous avez tourné chacun son tour. Bah alors là, la vérité, enfin. Safi nous avait réservé une petite surprise. C'est qu'en fait, on s'est pas croisé avec Juliette quasiment jusqu'au moment où on se croise dans le film. C'est-à-dire que bon, d'abord, je suis en pixel. Là, c'était pas moi, c'était un accessoiriste qui répond sur Facebook. Ensuite, c'est une voix, et là, Safi tenait à ce que je sois là en direct pour faire les coups de fil avec Juliette et pour que du coup naissent des choses d'improvisation, du réel, et qu'on puisse travailler les scènes à trois, mais sans qu'on se croise avec Juliette. Donc il y avait un espèce de protocole presque d'espion, quoi, je dirais, où j'arrivais encadré par un régisseur qui avait son oreillette, donc il me disait attends devant l'ascenseur. Juliette descend par les escaliers, donc il fallait qu'on aille se cacher dans des trucs et tout. C'était tout un stratagème comme ça pour pas se croiser. Et on m'enfermait dans l'appartement, dans des placards, dans des petits trucs avec un micro, et sa fille venait voir et me disait ok super, on va en refaire une, machin. Ensuite il allait donner ses indications à Juliette. Donc il y avait tout un espèce de jeu comme ça qui a duré une semaine ou deux. Et ensuite, premier jour de tournage physique pour moi, on fait la scène d'amour. Donc autant vous dire que voilà, pour briser la glace, il n'y avait pas de jeu. T'as utilisé ton corps. Et là du coup je n'étais qu'un corps. Mais non, voilà, donc c'était très particulier, mais assez génial, je dois dire. On aurait pu faire ça jusqu'à ce soir, que tu fasses en sorte de ne pas la croiser, tout ça. C'est pour ça qu'on t'a mis sur scène. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé, voilà. Pour être sûr que voilà. Pourquoi t'as fait ça, Safi? Explique-nous. Parce que ça me paraissait évident qu'il fallait faire comme ça. C'est-à-dire, je voyais mal comment François allait enregistrer tout seul des conversations, puis elle toute seule, et puis on aurait matché, je ne sais quoi. Non, donc on a créé un vrai numéro de téléphone, une ligne, Alex. Donc quand on commençait les scènes, on appelait et elle savait qu'il allait. Voilà, et ça leur a permis aussi eux, de construire quelque chose réellement pendant le tournage, dans leur relation au téléphone. Et c'est vrai que c'était très riche, quoi. Je ne vois pas comment ça aurait été dommage. Et puis c'était ludique aussi. Le film a une dimension ludique dans sa construction. Il y a quelque chose de ludique. Et je voyais bien, elle savait qu'il n'était pas loin, etc. Et elle adorait cette idée. Lui, il se marrait, on le planquait, on les fait à droite à gauche. Moi, j'allais le voir en catimini. Essaye de lui dire si là, ou peut-être change un truc ici ou là. Enfin, pour qu'il se crée des petits accidents comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont joué le jeu. Je me souviens dans le magasin, dans le commerce, on a fait ses courses en même temps. Ouais. Toi, t'étais dans un petit placard à côté. La scène où elle se caresse dans la voiture, lui était dans une autre voiture. Je passais d'une voiture à l'autre, d'une à l'autre. Voilà, il fallait que ce soit, voilà, il fallait que ce soit comme ça. Pour le coup, on va dire ça comme ça, un peu sobrement, mais c'est une scène assez démente d'adresse au spectateur quand même. C'est-à-dire quand elle dit après à Nicole Garcia, alors ça vous a excité, on sent que ça ne s'adresse pas que à Nicole Garcia. Je crois que les femmes font oui de la tête, tout va bien, mais pour le coup, là, tu es quand même allé très très loin. Juliette jouait le jeu, quel que soit ce que tu lui demandes, y compris ce type de séquence qu'on n'a pas énormément vu dans sa filmographie. Oui, alors je crois non seulement elle a joué le jeu, mais ça l'amusait beaucoup. Ouais. C'est vrai, comme elle disait tout à l'heure, c'est vrai, on s'est beaucoup amusé, surtout c'était rigoureux, on travaillait évidemment, mais malgré la difficulté de certaines scènes, notamment évidemment les scènes pour Juliette un peu difficiles en termes émotionnels, mais quand même il y avait quelque chose d'assez joyeux, quoi. Voilà. Ce qui était compliqué, c'est que comme le film, vu la construction du film, il ne fallait pas qu'on se perde les uns les autres. Dans la narration, moi, dans comment tout ça allait tenir, Juliette aussi, enfin. C'était périlleux, quoi, mais comme le film tente d'être, je l'espère, un peu vertigineux par moment, quoi. Elle est un peu vertigineux, y compris évidemment sur la question de la bascule entre le virtuel et le réel, puisque ça parle quand même beaucoup de cette espèce de désir et d'amour virtuel qui se construit, mais qui finit par provoquer des sentiments réels, au point même que le rival totalement imaginaire qu'on a créé finit par devenir le vrai rival. Il n'y a pas de pire ennemi que celle qui n'existe pas. C'est ça. Du coup, ce rapport-là entre le virtuel et le réel, pourquoi il t'intéressait et pourquoi appliquer à ces nouvelles technologies? Enfin, qu'est-ce qui fait que, là aussi, il y a eu cette espèce de coup de foudre pour le roman, pour parler de choses, j'allais dire, qu'on a déjà croisées dans ta filmographie, enfin, cette histoire de doux, par exemple, ou d'illusion d'identité, elle existe dans L'autre du bas, par exemple. Donc on voit bien que ça résonne avec des thématiques que tu as déjà, d'une certaine façon, portées et traitées. Qu'est-ce qui, là, tout à coup, leur donne une actualité peut-être nouvelle par le biais de Facebook et de la communication Internet? Déjà parce qu'il y a quelques années, ce film, j'aurais jamais pu le faire.
il n'y a que 20 ans, il n'aurait pas existé. Donc ça m'excitait. Je te vois tellement jeune. Oui, mais bon. mais tu me disais tout à l'heure par rapport au roman, c'est justement cette bascule qui m'a plu. Je crois que c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais ça, le cinéma permet ça. Le cinéma permet que ça s'arrête et puis que ça recommence et que finalement, même si c'est un fantasme, cette seconde partie de ce qu'elle aurait aimé qui arrive, ça arrive. Le cinéma permet que ça arrive réellement, qu'on vive avec elle, qu'on vive leur histoire d'amour, qu'on y croit, qu'on la traverse avec elle. Avec le prétexte que tout à coup on bascule dans la lecture par la psy du roman qui corrige le réel. Oui, mais ça je trouve que c'était un pari de cinéma extrêmement excitant, ça m'amusait énormément. J'avais peur que ça marche pas d'ailleurs, je me suis dit mais moi j'avais beaucoup, vraiment, à la lecture du roman j'avais marché à fond. J'avais marché à fond au moment où bon maintenant on peut en parler parce que vous l'avez vu, mais au moment où on apprend la mort a priori d'Alex, je me suis dit non c'est pas possible quoi. Je voyais qu'il restait 5 pages donc je me disais non. Et donc je suis reparti en me disant mais qu'est-ce qu'il y a. Et c'est vrai que quand enfin on est dans cette frustration de cette première partie, que dans la deuxième enfin ils vivent leur histoire, même si elle est virtuelle, même si elle est fantasmée, même si elle n'existe pas, elle est réelle pour le lecteur, pour le spectateur. Et ça je trouve que c'est assez jouissif en termes, me semble-t-il, de spectateur potentiellement. Qui veut poser la première question? Je rappelle que vous êtes la première personne qui va parler du film en public, c'est hyper émouvant. Je dis ça pour mettre un peu de pression, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie, bonsoir François. Merci d'avoir vu ce film, j'ai beaucoup aimé. D'autant plus que j'y ai figuré, donc j'étais très content de voir le film en entier. Je voulais vous poser une question quant aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, ça pourrait remplacer la télévision, voire le cinéma? Remplacer, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui vont voir mon film sur un iPhone, sur un iPad. Allez, con. Oui. que c'était des choses qui étaient impensables. Donc c'est vrai que ce qu'on vit là, par exemple, ce soir, c'est précieux parce qu'on se rencontre. À travers les réseaux sociaux, il y a quelque chose, le film parle de ça, de la grande solitude de ces réseaux-là. Donc je crains que ça vienne de plus en plus, inévitablement. Et en même temps, j'ai envie de dire que voilà, la salle, le fait de partager ensemble un film, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma pour ça, quoi. Pas pour que des gens derrière leur écran tout seul. Voilà, non, moi je viens du théâtre en plus au départ, et le partage et l'échange avec les gens, il me semble que c'est la salle, c'est l'écran, quoi. Oui, c'est moi. Bonjour, merci, parce que c'est un film très émouvant. On se pose souvent la question de savoir comment on peut diriger les acteurs, comment on dirige les acteurs. C'est une question qui, ma foi, bon, je peux vous poser là, mais j'aurais envie de vous poser une autre question. Comment on dirige le paysage? C'est-à-dire que finalement, le paysage de la ville, le paysage des gares, le paysage des falaises, comment on fait finalement? Déjà, on se pose la question de comment on veut raconter la ville. Là, par exemple, Paris, moi, je voulais raconter un Paris qui n'était pas un Paris haussmannien. J'avais envie d'un Paris plus moderne. Je voulais que ce soit une cité et que ce soit une ville. Ça pouvait être Paris, ça pouvait être Toronto, ça pouvait être New York. Voilà, le sujet me paraissait suffisamment, disons, universel, quoi, disons, voire intemporel même, on s'est posé la question de comment filmer la ville, et il m'a semblé que c'était intéressant de travailler les lignes, quoi. Et donc on a travaillé alors, c'est un gros travail de préparation quand on choisit les décors, comme par exemple Beaubourg, ou comme la passerelle Simone de Beauvoir, ou comme l'endroit où elle vit. Voilà. Ces lignes, ces espaces, c'est aussi ces miroirs ou ces reflets, enfin tout ce qui pouvait nourrir d'une certaine manière le récit et l'emporter dans un décor qui ne serait pas un décor entre guillemets déjà vu, quoi. Voilà. Et il me semblait que la direction artistique du film, elle se situait là, peut-être aussi à cause de la modernité, me semble-t-il, du sujet ou des thématiques. Je trouvais que ça se mariait bien avec le virtuel aussi. Voilà. Et donc on s'est dit. Et puis moi, j'avais pas beaucoup tourné à Paris. Et je fuis le plus possible parce que c'est très dur de tourner à Paris, très compliqué, les autorisations, enfin tout est très difficile. Je
venais de tourner sur le lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est tout est à bout, quoi. Et puis c'est la première fois, enfin, on avait peu filmé. D'un coup, je me suis dit, mais comment je vais filmer Paris? J'étais un peu paniqué à l'idée de me dire, je vais les bords de Seine, tout ça. Enfin, ce Paris un peu romanesque, comme ça, romantique et tout ça, je ne sentais pas, quoi. Et voilà. Donc, après, on prend des références, on cherche, on construit la direction artistique. Je travaille avec quelqu'un qui fait de la direction artistique, Cyril Mathieu, sur le film, avec lequel on cherche des références. Voilà. Après, les falaises, si vous voulez, par exemple, les falaises, moi j'essaie toujours qu'un décor ait du sens. C'est-à-dire que pour moi, ils sont au bord du gouffre, quoi, d'une certaine manière. Et ce que raconte, au-delà de la beauté du plan drone, qui pourrait être un plan comme ça, juste esthétique, j'espère qu'il est fort parce qu'il a du sens dans l'histoire. De voir tous les deux faire du vélo au bord du gouffre dans leur histoire, qui est une histoire qui n'existe pas, en fait. Bon, c'est des choses qui m'excitaient en termes de direction artistique, quoi. Pardon d'ajouter un sens, mais ça évoque aussi le suicide fictionnel. Bien sûr. Tu disais, pour le coup, sur la question des surfaces de verre que tu as privilégiées dans les décors de Paris, etc., que ça renvoyait aussi à l'écran d'ordinateur. Et que l'écran d'ordinateur, ce qui t'intéressait, et je trouve ça assez fort parce que le film traite vraiment de ça, c'est qu'il faisait à la fois miroir, parce qu'on voit se refléter la personne qui est en train de taper sur son ordinateur, et en même temps il fait masque, parce que ça permet de se cacher aussi derrière cet écran. Il y a un plan comme ça d'ailleurs, il y a un plan à la fin où elle dit je me sentais vieille, où elle coupe l'ordinateur, et quand on coupe un ordinateur, qu'est-ce qu'on voit? Son visage, son propre visage. Et je disais, il y a quelque chose dans le rapport. Et pour moi, c'est aussi un film qui parle de solitude, je ne sais pas si vous l'avez senti. De solitude. La réponse a l'air d'être oui. Une réponse collective, donc elle parle vraiment de la solitude additionnelle. Oui. Bonsoir, j'ai adoré votre film. J'ai cru comprendre que dans le roman, le psy était un homme et vous avez fait le choix de le remplacer par une femme, et pas n'importe quelle femme, Nicole Garcia, qui a une présence mutique, j'ai envie de dire, donc qui incarne vraiment un psy. Voilà. Et donc je voulais savoir quelle avait été la raison de transformer le sexe du psy et pourquoi le choix de Nicole Garcia. Alors, je vais vous livrer, comme c'est la première fois que je débat en réalité de film, je vais vous livrer un petit secret. Ouais. C'est que, et c'est parce que vous avez parlé de Reda Kateb, vous allez voir, c'est qu'en fait, donc quand il était écrit pour un homme, j'ai commencé à penser à des acteurs. L'acteur pour jouer le psy auquel j'ai pensé, c'est Reda Kateb. Et je lui ai proposé le rôle. Et il a refusé. On se connaît, voilà, il m'a dit non, il a l'impression que le personnage n'est pas très intéressant, que c'était une fonction. Et ça m'a posé question. Et au lieu de me dire non, mais il est passé à côté, tant pis pour lui, je vais en trouver un autre, ça m'a posé question. Je me suis dit, oui, parce que d'un coup, quand on propose un rôle à un acteur, il le lit dans son prisme. Il le lit, ce qui est compliqué à faire pour un metteur en scène quand vous avez écrit tous les personnages. Lui, il le lit dans sa trajectoire. Dans sa trajectoire, donc j'ai reposé la question de la trajectoire de cette psy. Et d'un coup, je ne sais pas comment c'est venu, je me suis dit, mais peut-être que en fait, ça fait un peu concurrence à l'histoire. En fait, si c'est un homme qu'elle a avec Alex, et finalement c'est Claire et ses hommes, quoi. Et je me suis dit, non, son histoire d'amour, c'est Alex. L'ambiguïté qu'il pouvait y avoir avec le psy, ça allait polluer finalement peut-être, au lieu d'apporter. Et je me suis dit, mais si c'est une femme. Et alors j'ai fait un truc, c'est que j'ai proposé à Julie Père, avec qui j'ai écrit le scénario, je lui ai dit, écoute, on va rien toucher au dialogue, on va juste changer le sexe, on va voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on l'avait écrit pour un homme, mais on n'a rien transformé. On a tout laissé. On a juste mis ça au féminin. Et d'un coup, même quand elle dit ça vous a excité, etc., ça prend une autre dimension, parce que c'est un homme. Et là, je me suis dit, il faut une femme, et il faut une femme plus âgée, pour qu'il y ait une sorte d'effet miroir. Une femme qui recevrait cette parole d'une femme qui... Et d'un coup, il y a une évidence que c'était plus fort, quoi. Et c'est vrai que j'en ai parlé à Camille et à Michel Saint-Jean, à tout le monde. Enfin, j'ai dit, je vais faire un truc fou, parce qu'on était en train de préparer le film. Hein. Mais je crois qu'on fait une connerie, il faut que ce soit une femme. Et là, j'ai balancé ça à tout le monde par mail, en me disant, ils vont tous me dire, on était dingue. Et tout le monde a dit, ah, c'est génial, mais c'est une super idée. C'est bon, c'est la bonne. Et après, voilà, il y a eu quelques noms, il y a 2-3 noms d'actrices, dont Nicole. Parce que voilà, j'adore comme actrice, j'adore sa voix. Qui t'a balancé ce soir exceptionnellement pendant la fête du millénium, tu peux même révéler l'un des autres noms auxquels tu accordes. C'est comme ça.
Il y avait Charlotte Rampling. J'avais pensé à Charlotte Rampling. Ah oui. J'ai bien fait de prendre Nicole. Nicole, si tu nous écoutes. Et il y avait Catherine Deneuve. Oh, bah enfin Catherine. Salle numéro 3. Mais d'un coup, non, mais Nicole s'est imposée. Et j'ai adoré la manière dont. Parce que c'est pas simple ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est beaucoup en écoute. Et en même temps, elle dysfonctionne, c'est sur le fil. Et en même temps, elle a eu à jouer son rôle quasiment en 5 jours, parce qu'elle a enchaîné toutes les scènes de psy, on les a enchaînées après avoir tout tourné, pour que Juliette ait eu aussi tout le bagage. Et moi aussi d'ailleurs, on a tout le bagage. Et c'est vrai qu'elle est arrivée à la toute fin du tournage, c'était pas facile. Et je crois qu'elle a été, elle vous le dirait, elle a été aussi très portée par Juliette. C'est-à-dire qu'elle s'est pas battue, elle s'est installée, elle l'a réellement écoutée, elle a réellement été émue par Juliette. Et je la voyais, quoi. Elle avait des moments où elle était touchée, quoi. Donc l'empathie que ne doit pas avoir un psy, normalement, c'est sorti, qui fonctionne dans le film, c'était parfait, quoi. Et elle a su être... ouais, elles se sont très bien entendues toutes les deux aussi. Et j'avais mis 2 caméras. Chacune avait sa caméra, ce qui fait qu'elles étaient, entre guillemets, obligées de jouer ensemble en permanence, quoi. Et pour des actrices qui viennent en plus, qui ont fait du théâtre, c'est parfait, parce qu'elles ont un plaisir fou à pouvoir partager. Non, c'était beau de les voir. Et en plus, on faisait des scènes où je ne coupais pas. C'est-à-dire, elle commençait la scène, puis à la fin, jusqu'à l'épuisement, elle reprenait encore. Elle reprenait. Il n'y avait pas de coupe, donc elle restait dans le mood, quoi. Et je me rappelle que Nicole disait, c'est génial, je vais faire ça dans mon prochain film, parce qu'elle est aussi réalisatrice, c'est impressionnant pour un réalisateur. Hein. Et c'était très, très, très chouette. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'elle n'est pas là ce soir, parce qu'elle commence à tourner son nouveau film demain. Ouais. Qui pose la question suivante? Ah, oui, c'est faisant un petit peu, d'accord. Court-circuit. Oui, pardon. Pour rester sur Nicole Garcia, elle aussi finalement a un rôle très prégnant, parce qu'on la voit dans les films, mais on la voit pas tant que ça. Elle est effectivement très présente, elle est un peu comme la situation de François Civil. Comment a-t-elle réagi face à ça? Je crois que c'est pas la quantité. Oui, ça, je sais. Voilà, non, je crois qu'elle a. Alors, il me semble que, avant tout, peut-être parce qu'elle est aussi réalisatrice, elle a pu compléter le scénario à l'époque. Elle était, elle dit quelque chose à la Hitchcock, elle était très embarquée par le scénario, et ça, je crois qu'un acteur aussi a plaisir à aller dans un film, même si le rôle est plus modeste, parce qu'il est touché par l'histoire ou la manière dont est scénarisée la chose, quoi. Donc, non, elle était. Non, puis elle fait assez peu l'actrice, hein, maintenant, elle tourne peu. Donc je trouve que ça lui allait très bien. Bonsoir, j'ai 2 questions. La première, c'est quel était le lien que vous avez eu avec l'auteur? Parce que travaillant dans l'édition, je connais le fait que les auteurs peuvent être très très proches d'un texte, c'est vraiment leur bébé. Est-ce que ça a été une collaboration? Est-ce qu'elle vous a laissé carte blanche ou Totalement carte blanche. Elle m'a laissé totalement faire. Et d'ailleurs, par courtoisie, j'étais pas obligé de le faire. Je lui ai fait lire au fur et à mesure les versions, en espérant qu'elle pouvait aussi apporter quelque chose. Puis pour moi, c'était. J'avais fait la même chose avec Sylvain Tesson. D'ailleurs, il avait été dès le départ. Il a partagé quoi. Ses remarques, ses critiques, mais j'ai eu totalement la liberté de faire ce que je voulais avec son roman. Elle acceptait l'idée qu'à partir du moment où elle faisait confiance à quelqu'un, elle avait choisi quelqu'un, il y avait eu plusieurs propositions, plusieurs personnes s'intéressaient au roman, elle avait choisi, en l'occurrence elle m'avait choisi, et à partir de là, elle était en confiance, quoi. Et ma deuxième question pour François. Tu commences à avoir beaucoup de films de palmarès, on va dire c'est comme ça. Tu fais aussi de très très belles photos. Est-ce que la réalisation est quelque chose qui peut t'intéresser? Du coup, j'ai pas entendu, excuse-moi. Parce que j'en ai au milieu. Est-ce que la réalisation est quelque chose que tu envisages dans le futur? Ouais, alors complètement depuis pas mal de temps. Très jeune, j'avais réalisé des petits clips pour un groupe de musique que j'avais. Donc c'est un truc qui m'intéresse, et comme tu dis, je fais de la photo, donc l'image m'intéresse beaucoup. Et là, c'est la deuxième fois que je vois le film.
Et donc j'en reprofite pour redire bravo à Safi, parce que moi les cadres de ce film et les plans, enfin je trouve que vraiment chaque cadre est tellement intelligent et beau, et bref, je trouve ça assez dingue. Et bravo à Gilles Porte, du coup le chef opérateur du film aussi. Et réalisé, ouais, mais un truc que m'a appris les films que j'ai fait, c'est que en rencontrant des réalisateurs, faire un film, c'est tellement d'engagement, tellement d'investissement, c'est tellement long qu'il faut avoir une histoire dont on est sûr qu'elle va nous porter depuis le moment où on pense à l'écrire, où on lit un scénario ou un livre en l'occurrence, jusqu'au moment de la sortie en salle, quoi. Donc ça veut dire traverser le tournage, le montage, la post-production, la promotion du film. Donc il faut vraiment que ce soit un truc, je pense, très proche de nous et très intime. Et même si j'ai des pistes, moi je suis très loin encore d'avoir un truc aussi solide que ça, donc j'attends de rencontrer la bonne histoire. Allez-y. Oui, bonjour, bonsoir, et le film est absolument formidable, je suis vraiment encore dans l'émotion, et je trouve ça aussi étonnant que Camille Laurence, et puis vous aussi qui avez su exploiter, par rapport à tout ce virtuel, vous avez valorisé l'amitié entre François Civil, enfin, entre son personnage et son pote qu'il avait hébergé pendant longtemps. Et ça, c'est formidable dans notre vie actuelle, que l'amitié est là pour nous rappeler dans le réel, pour nous faire faire la différence entre le fantasme virtuel, enfin, et puis de tomber sur des gens un peu larges, quoi. Ça, je trouve ça formidable. J'ai eu très très peur de la falaise. Vraiment, j'ai eu très très peur qu'il y ait eu un accident, et que l'un atterrisse, tombe dans la falaise. Là, vous avez été redoutable. Là, le vertige, je l'avais. Je vous remercie beaucoup. C'est un merveilleux film. Merci beaucoup. Et vive l'amitié. C'est rigolo de poser la question sur l'amitié, parce qu'au départ, c'est quand même aussi un film sur l'amour, pour le coup. C'est aussi, il y a une histoire d'amitié avec Guillaume Wix, mais qu'est-ce que te paraît raconter le film sur la question de la relation amoureuse? Je dis ça en soufflant quelque chose, c'est que tu évoques, pour parler du rapport à l'amour, une citation d'Antonioni dans le livre de Camille Laurence, et qui raconte quelque chose de la part de fantasme et d'imaginaire qui nourrit chaque amour. Oui, c'est un peu quand même un amour impossible. Hein. Oui. Est-ce que tous les amours sont pas impossibles? Vous avez 3 heures. En l'occurrence, là, oui, là, ce qui m'a plu, c'est étrangement, mais c'est cet amour impossible, quoi. Hein. C'est cet amour du fantasme, dans le fantasme. Quoi. Parce qu'il nourrit le propos. Il nourrit ce qui dans le film est fort, quoi. En même temps, l'enjeu, c'était quand même que même si cet amour est fantasmé, il fallait qu'on y croie et qu'il soit réel d'une certaine manière. C'est pour ça que la seconde partie, des fois, je me dis, déjà au scénario, il faut que je la traite presque comme une comédie sentimentale, quoi, romantique, quoi, une comédie romantique. Et moi, j'ai jamais fait ça, et je me sentais très mal à l'aise à l'idée de faire une comédie romantique, mais là, je me dis, il y a quand même quelque chose porté. Bon, après, pour moi, le moment clé, c'est quand elle dit dans le bus, et elle te propose dans le bus de bosser, de faire des photos, et que tu lui dis comment vous vous appelez, et que là, elle dit enfin ce qu'elle peut dire. Claire, je m'appelle Claire, et elle répète Claire. Et là, je me suis dit, elle a un truc à la Julia Roberts, vous ne trouvez pas de temps en temps? Oui. Et de temps en temps, ça m'aidait parce que j'avais aussi un peu l'impression de diriger Julia Roberts. Et ça m'a amené dans cet amour comme ça, un peu romantique du film qu'on a pu voir avec Julia Roberts. Mais après... Le bar n'a pas de nom. Si tu arrives à faire venir Julia Roberts, on peut encore baptiser le bar. Mais moi au cinéma, c'est ma première histoire d'amour. C'est la première, même si j'ai peu traité de ça. Sauf que je traite beaucoup de la problématique identitaire. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'empreinte de l'ange, qu'on peut retrouver dans Dumas, comme tu dis, mais même dans les forêts sibériennes, il y a la dimension identitaire. C'est quelque chose qui, malgré moi, d'ailleurs, je me rends compte qui est là où je fais le film. Encore un grand fan de votre film, merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question par rapport à la musique, donc écrite par Ibrahim Malouf, qui était déjà compositeur de vos prestations. À quel moment il intervient? Est-ce que c'est au début ou... Alors, en l'occurrence, très tôt, parce que on avait fait des forêts de Sibérie ensemble, et donc moi j'avais très envie qu'on travaille ensemble, et on avait décidé qu'il n'y aurait pas de trompette.
Lui, il était ravi, hein, parce qu'il veut par moments se dégager aussi de l'instrument. Et donc, voilà. Et puis, on voulait faire quelque chose de très différent, et en même temps, on ne savait pas vers quoi il fallait aller. On a cherché, etc. Donc, il est venu plusieurs fois sur le tournage. Il écoutait les scènes, et parfois, il avait même son petit piano, là, et il cherchait des thèmes sur le plateau. Il me faisait écouter des choses pendant que je tournais. Donc, il a fait des sessions de travail pendant que je tournais, il m'envoyait des choses. Et des choses voilà, on a commencé à chercher. Et puis finalement, on n'a pas tout de suite trouvé l'univers, parce qu'il y avait cette première partie un peu avec des sonorités un peu étranges, le piano, les bruits des grincements, où c'était pas mélodique, on voulait quelque chose qui soit pas trop mélodique, et puis pas quelque chose qui devienne romantique et plus mélodique avec qui devenait le thème, voilà, il a trouvé ce thème. Et après, on a une manière de travailler avec Ibrahim, je dis non, parce que donc il me le dit, quoi, c'est qu'en fait, on compose, je dis bon, j'assiste à la composition, on a les images, il a un piano, je suis là, il a une oreille, je parle à l'oreille, et ensemble, il cherche. Et quand, par exemple, le thème, d'une certaine manière, c'est quand il a approché, ça c'est bien, ça, rebondit là-dessus, fait un silence. Toute la scène de la gare, par exemple, il l'a improvisé sur l'image, et c'est moi qui lui parle pendant la scène. Et je lui dis, arrête, ralentis, stop, plus de bruit, plus de son, redémarre tout doucement. C'est très particulier, hein, comme manière de faire. Mais il me donne cette... Moi, je suis pas du tout musicien, j'y connais rien, mais il me donne cet accès-là, et on a cette confiance-là, et donc c'est assez magique, quoi, de travailler comme ça, quoi. Il a beaucoup d'humilité, et il dit non, mais dis-moi quand je m'arrête, dis-moi si tu veux que je reprenne ici. Et ensuite, on décide l'instrumentation, etc. Mais c'est vraiment, j'assiste, et c'est très vertigineux aussi, et excitant, parce qu'on a collé vraiment le son, le travail du son à l'image, en essayant que, voilà, il y a un vrai... c'est assez étonnant, quoi. L'avantage de séances l'inconvénient de séances qui ne sont pas à la toute dernière de la journée, c'est qu'il y en a une derrière, donc on va devoir faire très court, mais comme du coup tu viens de dire que tu étais quand même assez directif d'une certaine façon, j'ai envie de demander à François comment il dirige cet homme-là, enfin, non seulement la voix dans les premières séquences, parenthèse, on en parle peu, mais le travail du son est absolument remarquable, d'une précision folle, mais aussi pour le coup, quand ton corps tout à coup apparaît dans le film, pour travailler sur cette question du genre aussi, qui est la comédie romantique que tu viens d'évoquer, qui fait une sorte de contrepoint à la dimension thriller, qui est l'autre genre, quand même fortement investi par le film. Je me souviens qu'avant qu'on commence, tu m'avais dit de faire un peu de sport. Parce que je suis un peu nu et qu'il voulait que, voilà, comme je suis un peu un objet de fantasme dans le film, il fallait que je sois un peu à la hauteur du truc. Parce qu'on peut pas fantasmer sur un mec un peu enrobé, c'est ça que tu penses, c'est ça? Vraiment dégueulasse. Juliette Binoche, non. Je laisse libre tout à fait. Attends, Juliette, elle est partie en disant tu veux mon numéro, je te rappelle, hein? Non mais oh. Et ça, c'est vrai. Non mais j'avais demandé ça, c'est parce que il y a quelque chose chez François à la fois de très enfantin encore, dans ton sourire, et il fallait quand même qu'il y ait une forme de virilité, il fallait qu'on croie à la relation entre les deux. C'est ça qui me posait. Voilà. Et donc après ça, non, en fait, sa fille est acteur aussi. Donc c'est pas la première fois que j'ai été dirigé par un acteur. Il y a un truc en commun, c'est que c'est très, je sais pas, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Il y a un truc de compréhension, et comme il a déjà été à ma place dans les trucs qu'il a fait, du coup il a une manière de nous parler, enfin de me parler en tout cas, que j'ai trouvé hyper simple et juste, et parfois très technique. Surtout, je me souviens quand on a réenregistré les voix après, parce que tu as vraiment une musique en tête, et donc du coup on cherchait vraiment à coller ça, et parfois beaucoup plus organique, beaucoup plus sur l'histoire, et je dis ça, et en même temps par moments tu sentais que je me mettais tout seul dans un truc et tu me laissais de l'espace, donc en fait toujours au bon endroit, quoi. Enfin, c'était assez doux et très agréable, mais sa fille sur un plateau, c'est un bonheur absolu, quoi. Eh bien, on va finir sur cet éloge mutuel. J'espère que vous avez fait votre première mondiale au bon endroit. Merci à Sophie Neuville, François Civil, Juliette Binoche, Michel Saint-Jean et toute l'équipe de Diaphana. On va discuter à l'extérieur de la salle, c'est vraiment des gens pour voir un film derrière, je comprends pas.